Bienvenue dans ton Yann et Frank. Pas de Yann. Ben oui, Yann Ouais, s'occupe de. Yann fait son Québécois colonisé, il s'occupe de Français qui est arrivé chez lui pour. ouais, c'est ça. Ben non, il va revenir la semaine prochaine, inquiétez-vous pas, c'est ça pour les 2 prochains. Donc, d'ici la fin de la semaine, Yann ne sera pas là, mais on va le remplacer, pourquoi pas. Aujourd'hui, dans le podcast, on reçoit Patrick Paquette de l'équipe Priorité Québec, un parti municipal de la Ville de Québec. Écoute, on parle avec lui, bien évidemment, d'enjeux locaux, du maire Marchand, de la CDPQ Infra, peut-être même du RTC. On a beaucoup de stock. Fait qu'on en parle et on y jase aujourd'hui dans Yann et Frank. Patrick, on va le faire rentrer dans quelques instants. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, donc c'est un gars qui est natif du Berger, les Saules à Québec. Il était entrepreneur, donc si je ne me trompe pas, il y avait une chaîne de clubs vidéo. C'était Premier Choix, donc dans laquelle il a œuvré plusieurs années. Maintenant, il est en politique. Il est en politique municipale. C'est essentiellement, je te dirais, l'opposition au maire Marchand à la Ville de Québec parce que, bon, il y a un autre parti qui est le parti qui est historiquement celui de Régis Labaume, Voilà. qui est dirigé par Claude Villeneuve. Mais bon, on essaie de voir sur quoi ils sont en désaccord avec le maire. Bon, on ne le sait pas trop. Donc, on va aller parler avec Patrick, qui, lui, est d'équipe Priorité Québec et qui, bon, ça va intéresser nos auditeurs, a rencontré notamment la CDPQ quand il y a eu quand il faisait Consultation. les consultations pour le projet structurant dont Geneviève Guilbeault avait retiré le contrôle de la ville pour mettre ça dans les mains de la CDPQ pour pouvoir en faire un rapport. Donc, Patrick, merci d'être là aujourd'hui. On va pouvoir analyser ensemble un peu tout ce qui s'est passé. J'ai envie de te poser une première question. Comment ça s'est passé, les consultations de la CDPQ pour le projet de tramway? Parce que les gens ont eu l'impression dans un premier temps que bon, la CAQ tirait sa plug. Il y a des gens qui ont popé le champagne. Ils se sont dit, bon, enfin, ça fait des années que le tramway est un projet qui ne fait pas l'unanimité dans la population. Les gens, bon, tous les sondages d'opinion montrent qu'il n'y a pas de majorité en faveur de ce projet-là. Donc, les gens étaient contents. Finalement, ils ont mis ça dans les mains de la CDPQ, qui est venue accoucher d'un projet différent, mais qui reprend un peu la même affaire. Peut-être juste clarifier tout ça, parce que je pense que il n'y a pas tout le monde qui suit ce dossier d'actualité-là. Bon matin. Merci. Très heureux d'être à votre émission, première fois. De toute façon, que Oui. je suis en podcast avec Frank, Yann et Frank, mais Yann qui est en vacances, que je peux Oui, c'est ça. comprendre. Oui. Mais très heureux d'être avec vous ce matin. Si on fait, on pourrait dire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis le départ, je pense que c'est important pour que les gens là, puissent être sensibilisés puis de pouvoir savoir pourquoi que le projet a été retiré, dans le fond, au maire Marchand à Capitaine Tramway. Tout simplement, ça a commencé vraiment, on pourrait dire, depuis, rappelez-vous, l'élection de 2017. À ce moment-là, Anne Guérette, elle s'est présentée en campagne électorale avec un projet de tramway, puis Régis Labaume, il dit, écoute, tu vas mourir avec ton projet de tramway, jamais que tu vas être élu comme mairesse de la Ville de Québec avec cette proposition-là. Puis pour nous apprendre en mars 2018 que Philippe Couillard avait trouvé 3 milliards de dollars justement pour proposer à la Ville de Québec pour faire un fameux projet de tramway. Bravo. Puis que ça faisait 10 ans qu'il travaillait dessus, supposément. Ça faisait 10 ans qu'il travaillait dessus. On l'a jamais vu, en fin de compte, la fameuse napkin du Normandin. Là, c'est ça, le fameux 10 ans. Là. Mais... Juste pour dire, là, pour mettre de la substance, des preuves un peu sur ce que tu viens de dire, on a encore cet article-là du Journal de Québec. Labaume s'oppose toujours au tramway. Et ça date de octobre 2017. Donc, c'est tout juste avant l'élection, en réalité. Oui. Donc, lui, il s'est présenté en nous disant, non, ça, c'est un projet qui n'a pas d'allure. C'est le projet de Anne Guérette. Moi, il parlait de transport, mais c'était pas trop clair. Là. Il y avait un projet d'SRB, rappelez-vous, qui avait une opposition à 49 excusez, 51 mais 49 étaient pour le SRB. Puis Régis avait même tiré sur la plug avec
un projet qui ne faisait pas l'unanimité, mais on parlait des 49-51. Ouais, Là, ouais. pour le projet de tramway, je vais vous amener des chiffres tout à l'heure, mais pour toujours le récupulatif, excusez-moi, c'est que on est en mars 2018, on a 3 milliards, mais là, on parle d'un projet de tramway, ça veut dire la fameuse version qui s'en va jusqu'à la 76e à Charlebourg. Mais on a 2 garages d'entretien, on a 17 km de métrobus qui passent sur le boulevard Charest à l'époque, on a 2 remontées mécaniques, on a 3 tunnels souterrains, dont un à la colline parlementaire, dont un au pôle d'échange Sainte-Foy. Rappelez-vous le phare de 65 étages. On a tout ça. Puis, 1 an et demi ou 2 ans plus tard, quand on arrive en 2020, le projet est rendu à 4 milliards, mais on l'a abandonné le métrobus, on l'a abandonné les retombées mécaniques, on l'a abandonné les tunnels souterrains avec les stations souterrains. On l'a pratiquement perdu la grande partie du projet. La seule chose qui demeure, c'est un 800-801 sur rail. C'est la seule chose qui demeure. Puis là, les gens disent, on va payer 4 milliards de dollars pour un 800-801 sur rail. Et c'est certain que le projet, au niveau de l'acceptabilité sociale du tramway, on est parti de 44 puis on est descendu dans les alentours de 39 Ben oui. Mais là, pour signer en 2023 un contrat avec le seul et unique soumissionnaire pour les fameuses rames, les fameux wagons qu'on pourrait dire qui sont construits par Alstom, vous savez que la Caisse de dépôt est actionnaire d'Alstom aux alentours, me semble, de 17 ou 18 je peux me tromper, c'est peut-être des alentours de 20 Frank, mais on signe un contrat de gré à gré avec Alstom. Dans le fond, on achète, on fait construire les rames, on achète les rames, mais sans savoir si on va avoir un consortium pour installer les rails. Et on se dit, on va faire construire les wagons, on va les acheter tout de suite, mais on ne sait pas si quelqu'un va être capable de construire, dans le fond, l'infrastructure pour être capable d'accueillir ces wagons-là. En bon québécois, ils ont mis à la charrue avant les bœufs. Il a carrément mis la charrue avant les bœufs. Sérieusement, travailler de cette façon-là, le simple citoyen qui voudrait construire sa maison puis qui commencerait à creuser sa fondation, mais sans avoir les plans de l'architecte, sans savoir où est-ce que la maison va être installée, ça serait complètement ridicule. Le monde dirait, voyons donc, tu travailles en envers. C'est pour ça que je dis que ça a tout été la façon de faire depuis le départ du bureau de projet là-dedans. Puis là, on parle quand même de beaucoup d'employés. C'est un bureau qui est parti de 75 employés, messieurs, en juin 2023. Mais avant qu'on tire la plug, en novembre 2023, on était rendu à 176 employés. Demandez-moi pas ce qui s'est passé entre les deux. On a engagé tout près de 100 employés entre les deux. Pour ça, je vous dis, puis quand on pourrait parler tantôt du contrat qu'on a signé, qui est le seul soumissionnaire Alstom là, pour le matériel roulant, mais tout ça pour dire que quand que la ministre Guilbeault a repris le projet, puis on dit qu'ils l'ont retiré au maire Marchand, c'est que là, on venait d'apprendre, première des choses, avec un sondage Somme Le Soleil, qu'avec un projet qui dépasse les 5 milliards de dollars, l'acceptabilité sociale tombait en bas de 20 Et imaginez la ministre des Transports, on a un projet qui a une acceptabilité sociale en bas de 20 parce qu'on sait que le projet, on a des rumeurs qui est rendu entre 8 et 12 milliards de dollars. Puis là, on apprend, parce qu'on nous cache depuis des mois, on les a les chiffres, on sait que le consortium, le seul consortium en liste pour l'infra, ça veut dire pour l'infrastructure, a déposé ou il a commencé à déposer un certain rapport, sans que son rapport soit complété, mais on a une idée de chiffres, mais on ne veut pas les divulguer. Puis là, on apprend que le projet est rendu entre 8 et 12 milliards, puis que le seul consortium en liste ne veut pas réaliser le projet. Ça veut dire qu'il dit au maire Marchand, moi, là, avec les conditions que tu m'imposes, là, je ne prendrai pas de chance, ton projet, je ne le réaliserai pas parce qu'il y a trop de risques pour nous, pour notre compagnie, pour le consortium, à pouvoir réaliser ce projet-là. Et imaginez, la ministre des Transports, Mme Guilbeault, n'avait pas le choix de retirer le projet et c'était une patate chaude. C'était rendu une patate chaude pour elle. Elle devait le prendre et elle devait le remettre à la CDPQ Infra qui a réalisé des projets. Vous le savez, si on parle du REM à Montréal, le REM de l'Est ou les autres projets qui a été confié à CDPQ Infra. Donc là, la CDPQ consulte plusieurs groupes. Donc là, il y a évidemment plusieurs organismes pro-tramway qui sont allés faire des représentations. Il y a je sais que le Parti conservateur du Québec est allé. Je pense que le Parti québécois est allé. Bref, un peu tout le monde s'est présenté là-bas pour faire ses doléances. Et là, il y a comme une genre de confusion parce que les gens ont... La manière dont ça a été vendu quand le rapport est sorti, c'était de dire, en gros, il y a eu des études qui confirment que, moi, ce que je comprends, c'est que c'est des consultations. Il y a des gens qui sont venus donner leur version, leur appréciation, leur point de vue sur tout ça. Et eux
ont tranché en faveur d'un certain scénario. Mais est-ce que c'est plus que ça? Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'on est dans un. Pas l'impression que c'est une étude scientifique, moi, ça. Là. J'ai l'impression que c'est. Ils ont consulté. Il y a le quart qui disait une affaire, le trois quarts qui disait le contraire. Et là, on tranche là-dedans puis on fait un rapport. Voici ce qu'on recommande. C'est important de dire que le projet il a été retiré au début novembre, ça me semble le 9 novembre 2023, oui. Confié à CDPQ Infra quelques jours, une semaine plus tard, puis la CDPQ Infra a 6 mois pour faire une proposition au gouvernement du Québec. Oui, 6 mois. On s'entend que le délai, première des choses, le délai il est inacceptable, là, ça n'a aucun maudit bon sens. Et ils ont pris les études qui étaient déjà en place. Mais qu'est-ce que le rapport du BAP venait dire? Quand on a fait les études du BAP, c'est un rapport qui a été très étoffé, puis le BAP vient dire très clairement qu'on aurait dû regarder de beaucoup plus près le métro léger. C'est qu'on a fait des comparatifs avec un métro lourd à l'époque. On a fait des comparatifs avec un train-train. On a fait des comparatifs avec d'autres modes de transport, mais on n'a pas regardé le métro léger. Bon, juste pour les gens qui nous écoutent, là, un métro lourd, c'est le métro dentaire avec des stations qui à plusieurs mètres sous terre avec des wagons. Les métros traditionnels, métro léger, ça ressemble à quoi? C'est tellement important de le préciser. Métro lourd, effectivement, on est toujours sous terre. On parle de... Moi, je dis toujours aux gens, pour le résumer simplement, un métro lourd, on parle d'un gros tunnel avec 2 stations sur ses côtés. Imaginez toute la terre qu'on doit sortir. Métro léger, 2 petits trous avec les stations au centre. Métro léger, pas de rail. Ça veut dire qu'on s'enligne sur une... C'est un métro qui est complètement automatisé. Ça ressemble un peu à un autobus parce qu'on est sur pneumatique. Puis, il n'y a pas de chauffeur, puis ça suit une ligne blanche tout simplement dans un tunnel. Puis, vous êtes confortable à l'intérieur. Là, vous n'êtes pas à des moins 30, moins 35. Puis, on parle d'une vitesse commerciale là, qui peut aller jusqu'à 70 km/h, mais la vitesse commerciale est d'environ entre 35 et 40 km/h versus un tramway qui est entre 18 et 23 km/h comme vitesse. Ça, j'allais dire, c'est quasiment le triple que le tramway. Fait que déjà, c'est mieux. T'sais. C'est le triple, mais sans les problèmes de déneigement, sans les problèmes, l'entretien. Tout à l'heure, j'ai dit, on pourrait parler là, du contrat qu'on a signé gré à gré avec Alstom au niveau de l'entretien sur 30 ans, les coûts que ça va coûter justement notre société de transport qui est déjà déficitaire. La société de transport sur les RTC, ça va être des milliers de dollars. Le problème, c'est que il y a plus de 50% du budget que c'est 100% sur les taxes des contribuables de la Ville de Québec. Et tantôt, ces coûts d'entretien-là, ils ne seront pas partagés avec le provincial puis le fédéral. Et là, on est en train de construire un projet qu'on veut partager justement avec les paliers supérieurs des gouvernements, c'est-à-dire le fédéral puis le provincial. Mais tantôt, quand on va le faire rouler, quand on va payer les chauffeurs, quand on va payer les conventions collectives, quand on va payer le déneigement, quand on va payer l'entretien, quand on va payer les coûts de remplacement, là, quand le CDPQ Infra a déposé son rapport, là, ils ont déposé tout dernièrement un rapport ils nous ont déposé ça le 11 juin dernier. Un rapport de 141 pages, mais toujours basé sur les anciennes études qui avaient été faites. Puis c'est ça que le rapport du BAP venait dénoncer, justement. Puis il y a un travail exemplaire qui a été fait par les 3 commissionnaires du BAP. Et dans le fond, la CDPQ Infra, ils ont repris un peu le travail qui avait été fait par le BAP, sauf que le BAP est allé encore beaucoup plus loin. Ils ont dit, écoutez, pourquoi vous ne faites pas des études comparatives avec d'autres moyens de transport qui seraient peut-être plus adaptés à notre ville de Québec? Parce que, tu sais, sérieusement, les tramways, là, en ce moment, dans le monde entier, il y en a des tramways, mais des tramways où ce qui tombe 325 cm de neige, avec notre modèle de déneigement, les coûts d'entretien, mais les coûts de remplacement. On ne connaît pas les coûts de remplacement, puis on ne connaît pas les coûts d'entretien, puis on ne connaît pas les coûts de déneigement. Puis ça va être refilé à 100% à notre société de transport. Puis tantôt, qui va payer ça? Ça va être les seuls contribuables de la Ville de Québec qui vont payer au moins 55% de la facture. Là. Ben c'est ça, parce que j'ai l'impression que pas le contrat, mais du moins ce qu'on a demandé à CDPQ Infra, le mandat, ça avait l'air être quand même très restreint parce que, en tout cas, on a vu dans les dernières semaines leur fameux projet avec Transport structurant, un tunnel qui sortira en plein centre-ville de Lévis. Semble-t-il que les élus ou la ville de Lévis a aucunement été consultés par rapport à si ça pourrait fonctionner, puisque semble-t-il que leur mandat était uniquement centré sur la région métropolitaine de Québec, donc ça incluait même pas la Rive-Sud. Dans ma tête de moi, c'est comme, mais voyons donc. On en parle depuis quasiment... Depuis que la CAQ est élue, depuis sinon pas avant, qu'il faut absolument qu'il y ait une interconnexion avec les 2 rives tout le temps, puis tu donnes ça à CDPQ Infra,
Puis j'assume que dans les consultations pour ou contre le projet, ça a dû être mentionné. Mais c'est comme non, on n'en parle pas plus que ça. Puis c'est un peu ça, c'est qu'on a passé 6 mois pour un peu nous faire recycler puis nous ressortir le même pré-marché que le maire Labon avait récemment présenté il y a si longtemps de ça. Fait que c'est un peu. On se demande quasiment, c'est-tu vraiment objectif, comme tu le dis, Patrick, avec différents d'autres projets, puis pas juste focusser sur justement le dit projet du seul soumissionnaire qui est en passant est un de nos actionnaires. On est actionnaire de cette compagnie-là, ou c'est justement de quoi tu le sens du monde, puis sortir l'idéologie du message, puis essayer de faire de quoi de meilleur pour les gens de la région de Québec, puis de la grande région de Québec aussi. Là. Nous, au départ, on était confiants. Ils ont rencontré plus de 200 groupes. Hein. Ils ont rencontré des groupes jusqu'à la mi-avril, imaginez, puis il fallait qu'ils déposent un projet à la mi-juin. Ça n'a pas de maudit bon sens. On sait qu'ils ont engagé une firme française, justement, qui était déjà venue dire quelques années avant que le meilleur moyen de transport pour un réseau de transport structuré à Québec, c'était un tramway. En partant, ils engagent déjà une firme. On s'est demandé à un moment donné, est-ce que les dés sont pipés? Et on leur a fait confiance. Puis, mais il y a un élément positif du rapport, c'est que pour une fois, on a fait une petite comparaison avec un métro léger, pour une des premières fois, versus le tramway. Puis là, ça vient dire justement les avantages du métro léger que je vous ai dit tout à l'heure, mais sont arrivés pareil à la conclusion avec un projet de tramway comme moyen de transport pour notre réseau, pour la ville de Québec. Mais d'autant plus qu'on revient, comme tu viens de mentionner, à la première version, sauf qu'au lieu de monter jusqu'à la 76e, mais là, on va arrêter à la 41e. C'est la seule et unique différence. Mais dénudé de tout ce qui était prévu au départ avec un réseau de transport structurant qui comprenait un réseau express de la capitale. À eux, ils l'ont comme décortiqué. Puis imaginez, ils arrivent là, en première phase, là, on arrive à tout près de 10 milliards de dollars. Là. On parlait d'un projet de 3 milliards. Ben c'est ça, moi, que je comprends. Ce que je comprends pas là, dans tout ça, là, c'est les coûts qui sont donnés, les montants qui sont donnés. À mon avis, ils sont délirants. Là. Écoutez, quand on parle de ça, moi, j'en ai parlé souvent, puis les premiers commentaires que tu as, c'est ben là, franchement, il y a eu de l'inflation. Écoutez, je suis sur le calculateur d'inflation de la Banque du Canada. 3,3 milliards en 2018, là, donc c'est ce qui nous avait été annoncé, là, 2017. Je m'ai laissé à 2018 pour être gentil. En 2024, ça fait 3,9 milliards. Ça fait pas 12, là. Ça fait pas 12, ça fait pas 15, ça fait pas 8 non plus, ça fait 3,9. Et en dehors de ça, vous pouvez aller voir à peu près tous les projets de tramway qui sont réalisés ailleurs. Là. Je me promenais là-dedans l'autre jour. Là. Il y en a plein. Là. Tu vois Systrat qui fait des tramways en Europe. Là. Tu vois, regarde là, la ligne T10. Là. Regardez comment ça coûte d'avoir fait la ligne T10 en Europe. Là, on parle de projet de 295 millions d'euros. Là, tu peux te promener dans leur projet, puis c'est que des affaires de même. Là, je pense que le plus cher, j'ai vu, c'était 1 milliard. Comment ça qu'au Québec, puis dans la ville de Québec, on nous parle toujours de projets, mais c'est des projets pharaoniques, là, 12 milliards, je ne sais pas si les gens réalisent, ou 8 milliards, c'est des montants astronomiques. Là. C'est même pas de la nouvelle technologie, c'est ça qui est le pire, c'est que c'est de la technologie des années 60. Même c'est pour ça que les deux... Je pense que c'était pas Alstom, mais Patrick, tu peux me rappeler, je sais que les deux noms m'échappent, mais il y avait deux soumissionnaires qui s'étaient retirés justement pour ces raisons-là. Ils disaient que c'est pas votre projet, c'est pas moderne, ça marche pas, oubliez ça, on veut rien savoir de ça. Il y a Siemens qui a une technologie avec les batteries, puis ils ont de l'électrification des rails, mais avec les hivers qu'on a, Siemens, c'est venu dire, nous, on ne peut pas proposer notre technologie pour la Ville de Québec à cause de vos hivers rigoureux que vous avez. Là. Ça vous donne une idée. Mais effectivement, Frank, tu as raison. Et si on prend la phase 2 là, qu'ils sont en train de réaliser à Havre là, pour le 14 km de tramway, on parle de 56 millions du kilomètre. Et en général, on pourrait en donner, on pourrait aller à Strasbourg, on pourrait aller à... plein, là, j'en ai un autre devant moi, là, la ligne de tramway T9 de Vaux-en-Velin en France. 290 millions d'euros, on parle de 12 km, oui. dont 8,8 km là, qui sont à créer carrément. Là. Il y avait un petit tronçon de fait, donc 8,8 km pour 290 millions. Nous, on nous parle on nous parle de montants. Si c'était le double, je me dirais, ben, OK, ça coûte plus cher. Il y a l'hiver, tout ça. Mais là, on parle des montants qui sont des fois 10 fois plus élevés, 15 fois. Je comprends. Je pense que les gens qui nous écoutent ne comprennent pas.
et ça leur est jamais expliqué. Chaque fois que les gens posent des questions là-dessus, on dit « Ah, vous comprenez rien. Ça va se faire ici. C'est ça, nos experts, vous comprenez pas. » Là, les gens, c'est parce que c'est eux qui payent là, à un moment donné. Là. Ils se défendent qu'on n'a pas l'expertise pour réaliser des projets puis qu'on ne réalise pas assez de projets de tramway au Canada, que c'est pour ça que ça coûte aussi cher. OK, quand on va en avoir fait 50, là, ça va coûter 200 millions de l'achat. On parle d'un projet là, à plus de 400 millions du kilomètre. Là, quand on sait que l'Europe réalise des projets de tramway toujours en bas de 100 millions du kilomètre. Là. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec notre proposition. On a fait une lettre ouverte qui a été diffusée dans le Journal de Québec, Le Soleil, Nouveau. Il y a quelques médias qui en ont parlé. Puis, c'est sûr qu'on aurait aimé avoir une meilleure couverture, mais dans le fond, ce qu'on est venu faire, nous, c'est qu'on a comme un corridor central. Là, c'est sûr que pour les auditeurs, là, on ne voit pas grand-chose sur la feuille, mais on parle d'un corridor central de 16,1 km. Ça, c'est la colonne vertébrale qui est faite là, qui est faite en tramway, justement. Nous, on vient la faire en métro léger. Okay. On vient la faire souterrain. Puis on dit, on est environ à 1,5-1,6 milliards de plus. Là, on a pris vraiment les chiffres de la CDPQ Infra dans leur rapport de 141 pages qui vient donner comment ça coûte un métro léger du kilomètre puis comment coûte un tramway du kilomètre, dont le tramway qui a été proposé par la CDPQ Infra. Puis, après ça, quand on s'en va dans les antennes, ça veut dire qu'après ça, vous le savez qu'il y a une antenne Charlebourg qui monte jusqu'à la 41e, qui part de la première rue. Après ça, il y a une autre antenne en phase 2 qui s'en va à Destimoville, parce que là, on a coupé le bout de Destimoville, puis on a une autre antenne qui s'en va à Le Bourgneuf pour desservir le futur deuxième pôle économique en ce moment, parce qu'à Québec, c'est la colline parlementaire qui est le deuxième pôle économique, c'est une fois le premier. On sait très bien que Le Bourgneuf est en train de déloger la colline parlementaire. Et nous, on vient en SRB. Ça veut dire qu'on parle d'autobus de grande capacité, là, quand on parle des SRB, mais toujours en voie dédiée. Un peu comme un genre de trambus, qu'on pourrait dire, mais sans fil électrique et tout ça. Mais au bout de la ligne, quand on réalise les trois phases, pareil comme la CDPQ Infra, notre proposition, tenez-vous bien, notre proposition, elle coûte 660 millions de plus. Et nous autres, on dit, on se paye la Cadillac pour 600 millions de plus, ou on se paye un moyen de transport qui n'est pas adapté pour notre ville, avec nos hivers rigoureux, avec une technologie, comme vous venez de mentionner, qui est complètement dépassée. Là. On parle d'une technologie des années 70. Là. Puis en même temps, on se dit, écoute, on propose ça, mais on dit, on a même un plan B comme proposition. Ça, c'est notre proposition qui serait dans un contexte idéal, mais on sait que l'argent ne sera pas au rendez-vous. Parce que les programmes fédéraux sont normés. On parle toujours des programmes EBI, puis le problème, c'est que si le fédéral n'est pas au rendez-vous à la hauteur de 40 % qui va payer la facture? Pensez-vous vraiment que le gouvernement provincial, puis que Mme Guilbeault va payer 90 % de la facture, puis nous autres, la Ville de Québec, on va payer seulement 10 % de la facture, et c'est farfelu de penser ça. Et là, en ce moment, il n'y a pas de cadre financier d'attaché. La CDPQ Infra nous présente ce projet-là, mais on recommence à zéro. Il nous présente une phase 1 au coût de 10 milliards, mais on n'a pas de plan financier d'attaché. Le seul argent qu'on a d'attaché, c'est le fameux 4 milliards. Et savez-vous quoi? On recommence au début de tout. On recommence à zéro. Ah, c'est ça qui est le problème là-dedans. C'est qu'il en fait, on a l'impression que ce projet-là, depuis le départ, tout est attaché ensemble avec de la broche, puis aussitôt qu'il arrive quelque chose, ben là, on va changer ça, on va enlever le tunnel là, on va rajouter un bout là, on va essayer de couper, faire des économies de bout de chandelle là-dessus. Et là, l'autre affaire là-dedans, ça demeure le point de l'acceptabilité sociale. C'est que là, vous arrivez avec une proposition, mais j'imagine que quand vous rencontrez des citoyens, vous le sentez qu'il y a un cynisme dans la population, là, que les gens disent, ben, de toute façon, peu importe ce qu'on dit, les politiciens, quand ils sont élus, ils vont faire à leur tête, puis là, notre opinion est plus importante. D'ailleurs, Joey, tu peux peut-être faire jouer l'extrait que tu me fais jouer avant qu'on commence, où on entend le maire Marchand nous dire que, les gens, leur opinion, c'est pas toujours ça qui est bon, là. Oui. Qu'est-ce que les politiciens viennent faire à se battre contre la volonté de la majorité? La majorité, c'est la démocratie. Bruno Marchand, je vous regarde, là. Ça devrait être... Oui, mais je veux dire oui et non, parce que des fois, la majorité, c'est pas toujours la bonne chose à faire. C'est vrai. Alors, je fais pas référence à ce dossier-là. Parfois, la majorité a tort. Oui. Ben, c'est pas tant qu'elle a tort, c'est qu'elle n'a pas toujours toutes les informations nécessaires pour voir la suite, pour envisager la suite. C'est pas moi, je le sais par rapport aux autres. C'est plus elle est influencée aussi. Oui, puis il y a besoin de la pédagogie.
Qu'est-ce que ça dit quand tu entends des propos comme ça? Que, je veux dire, on est quand même on est quand même en démocratie, jusqu'à preuve du contraire. Les gens vont s'exprimer. La volonté de la majorité, c'est pas bon parce que, en fait, si elle est d'accord avec moi, c'est bon. Puis si elle n'est pas d'accord avec moi, il faut que je fasse la pédagogie pour y expliquer ce qu'elle aurait dû penser. Je sais pas, là, il me semble qu'il y a comme... Puis j'ai pas retrouvé l'extrait, mais il y avait eu un jugement, je pense, je sais pas si la Cour du Québec, quoi que ce soit, mais en gros, même Bruno Marchand était tellement content, il l'avait lu devant les médias pour dire justement que un politicien, en gros, a le droit de dire quelque chose en campagne, puis s'il y a des nouvelles informations rendues élues, il peut carrément dire le contraire. C'est vraiment ça. Moralement, c'est peut-être pas le cas, mais légalement, il peut le faire, finalement. Je suis très content de dire ça. C'est le procès de Maître Bertrand avec Québec mérite mieux, là, puis le juge est venu dire qu'il ne pouvait pas condamner des élus là-dessus. Là. Ça veut dire que tu peux mentir en campagne électorale, puis une fois que tu es élu, tu peux faire le contraire de ce que tu as dit. Mais le résumé résume bien. Moi, je trouve que ça vient tout simplement dire que Bruno Marchand avait un plan puis qu'il a menti en campagne électorale. On a ressorti des citations de M. Marchand qui disait que c'était peut-être pas une bonne idée de réaliser le projet de tramway, que l'acceptabilité sociale n'était pas au rendez-vous puis qu'il n'était pas prêt à le réaliser à tout prix. Là. Mais ça, ces extraits-là, soyez certains que nous allons les recycler et les ressortir en campagne électorale 2025. Parce que, écoutez, on peut même se gâter. En voici un mini extrait. Vous apprenez que le seul soumissionnaire pour votre projet structurant fait l'objet de graves problèmes techniques et opérationnels dans une autre ville. Que faites-vous? J'annule. J'annule. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas fiable, qui n'est pas intègre. Voici une nouvelle d'importance concernant le tramway. Donc, le véhicule qui a été sélectionné par la Ville de Québec et le Citadis Spirit est le véhicule qui a été déployé dans la grande région d'Ottawa. La Ville d'Ottawa s'est vraiment mis les pieds dans les plats. La Ville a accepté de son plein gré un système de train léger sur rail, peu fiable. Retard et interruption, c'est vraiment dangereux. Tomber en panne de courant. C'est arrivé chaque année. Et là, regarde, je vous passe les détails, là, chers auditeurs, mais ça dure pendant 2 minutes et demie de gens qui se plaignent des ratés du tramway à Ottawa. Donc, vous voyez que, tu sais, c'est parce que c'est pas très, très rassurant pour les gens. Tu te dis, bon, il y a quelqu'un qui se présente en campagne électorale, dit une chose, puis une fois élu, fait le contraire, puis non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. Bon, tout ça contribue à un climat qui est pas très... On nous parle souvent de c'est rendu toxique, la politique, tout ça, il y a des altercations. Ouais, mais il y a beaucoup de cette ambiance-là, morose et cynique, qui vient de ça, là. De gens qui ont l'impression de dire je m'en vais cocher dans un bulletin sur un bulletin de vote. Finalement, ces élus-là, après, font le contraire de ce pourquoi ils avaient été mandatés. Puis plus que ça, Frank, parce que j'ai l'impression que autant que des politiciens qui ont menti auprès du monde, c'est pas nouveau, faut pas se le cacher, mais le fait justement que malgré tout ce qu'on vient de dire depuis les 28 dernières minutes, que à quel point, mettons, on prend l'exemple du projet de tramway, il y a tellement de hicks, il y a tellement de... C'est tellement tout croche que n'importe quel maire, même le plus idéologique, qui n'a pas dit, là, ça n'a pas de bon sens, autant que je le veux le projet, mais ça n'a plus d'allure. Mais le fait qu'il continue malgré tout, là, c'est même plus une question de mensonge ou pas, c'est purement idéologique. Là. Le projet de tramway, ce qui est clair, dans 4 arrondissements sur 6, on pourrait quasiment dire, moi, j'ai toujours 4,5 à la blague, là, mais c'est minimum entre 60 et 65 des arrondissements qu'on allait jusqu'à 70 qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. C'est que les gens sont contre le projet, ils ne se sentent pas concernés, ils ont l'impression de se faire un petit peu avoir, entre guillemets, qu'on pourrait dire que c'est un projet qui est relié avec des lobbyistes. Quel lobbyiste, on ne le sait pas. Est-ce que c'est relié à la construction, le béton ou quoi que ce soit? Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'acceptabilité dans ce projet-là. Puis, le fait aussi de ne pas avoir regardé, de ne pas avoir fait les comparables, comme je mentionnais tout à l'heure, avec tous les modes de transport pour arriver avec notre meilleur mode de transport pour un réseau de transport souterrain. Est-ce que ça nous prend un réseau de transport souterrain de la Ville de Québec? La réponse, c'est oui. C'est clairement oui. On est la seule ville au Canada en ce moment de plus de 500 000 habitants qui n'a pas de réseau de transport structurant. Mais est-ce qu'on peut avoir le bon mode? Écoutez, on a des hivers de 325, 350, 280, 295. On a même déjà eu un hiver, rappelez-vous, 2008-2009, de 580 cm de neige. Et à un moment donné, les gens se disent, on va payer 8, 9, 10 milliards, les frais d'entretien qui vont être liés à tout ça, qui va payer la facture? Et c'est sûr que les gens, ils ont une crainte pour leur compte de taxes. Est-ce que mon compte de taxes va monter? Comment ça va me coûter? Je ne l'utiliserai pas.
je veux continuer d'utiliser ma voiture. Et il y a tout ce contexte-là. Ben là, il augmente, puis il n'y a pas de projet. Donc là, ils se disent que ça va être quoi quand il va en avoir un? Je pense que c'est une crainte qui est légitime. Puis l'autre point, parce que je sais que tu voulais en parler, en terminant, on va parler de ça. Oui. Un, c'est le compte de taxes. Et de deux, c'est remettre ce projet-là entre les mains de sociétés de transport. On l'a vu, Montréal, Laval, Longueuil, elles sont toutes déficitaires. Il n'y en a pas une qui est capable de rentrer dans son argent. Il n'y en a pas une. Donc là, il y a un bras de fer entre le gouvernement. Finalement, dans la région de Montréal, ils ont décidé d'y aller avec la taxe sur les plaques d'immatriculation, une autre affaire. Donc là, c'est pas sur tes taxes municipales, mais c'est sur ta voiture. On parle, c'est quoi? C'est 150 dollars, je pense, là, supplémentaires. C'est énorme, là, 150 dollars. Je ne sais pas si les gens réalisent, là, 150 dollars, c'est que tu en as travaillé pour plusieurs, à peu près pour 300 piastres, là. Parce que c'est de l'argent qui a été imposé, là. Dans la ville de Québec, ce projet-là va être remis entre les mains éventuellement pour l'opération du RTC. Puis ce que tu me disais tantôt, je vais te laisser l'expliquer, c'est que ça ne va pas super bien, le RTC. Là. Déjà, il n'y a pas de projet, mais ça va déjà pas bien. Là. En ce moment, là, sérieusement, depuis... Moi, j'ai siégé sur le conseil d'administration du RTC de 2009 à 2013. On a eu notre meilleure ascension, qu'on pourrait dire, au niveau de l'achalandage, là, ça a été le pic qu'on pourrait dire, là, ça a été 2013. On sait qu'il y a eu la pandémie par la suite, mais de 2009 à 2013, on a pris la peine de revoir tous nos circuits, tous nos parcours. On l'a coupé des parcours. Il y en a qu'on l'a diminué aux heures, qui étaient aux demi-heures qu'on l'a diminué aux heures. Il y en a d'autres qu'on l'a accentué. On a décidé d'aller chercher les gens chez eux. On a dit, si on va les chercher chez eux, on a des chances qu'ils puissent embarquer dans l'autobus. On avait eu, ça allait vraiment mieux, en tout cas à ce moment-là. Mais en ce moment, je vous le dis, là, c'est une catastrophe. Là, que ce soit pour les midibus, qu'on n'est plus capable d'avoir les pièces. La compagnie Vanoul qui nous a vendu ce modèle-là, là, on les appelait les midibus à l'époque. Là, la compagnie a fait faillite. On a des autobus. En ce moment, là, pour vous donner une idée, là, les gars, là, à tous les matins, ils ont une liste de parcours qui sont annulés. Donc, on dit ce parcours-là, supposons, je vous donne un exemple, le 7, qui est aux demi-heures ou aux 15 minutes, là, ce matin, de 9h jusqu'à 13h, il va être seulement, on va offrir le service seulement aux heures. Après ça, on va annuler ce parcours-là, on va annuler ce parcours-là, on va annuler ce parcours-là. Savez-vous pourquoi? Pour une seule et unique raison, on manque d'autobus. Imaginez-vous, on manque d'autobus parce qu'on attend les pièces, les autobus sont dans le garage. Ben, voyons donc. En ce moment, au niveau de notre flotte, là, au niveau des midibus, les fameux petits autobus électriques, on pourrait dire, là, au lieu d'être des 40 pieds, on parle d'environ de 24 pieds. On a plus de la moitié de la flotte qui est non opérationnelle. Puis au niveau des 40 pieds, là, souvent, on a 25-30 % de la flotte qui se retrouve dans nos garages et qu'on n'est pas capable de donner à nos chauffeurs pour qu'ils offrent le service, pour qu'ils puissent offrir le service à nos usagers sur le territoire de la Ville de Québec. Ça vous donne une idée. Puis en plus de tout ça, on trouve le moyen de faire des dépenses farfelues, puis on va faire des déficits. Puis nous aussi, là, la fameuse taxe sur l'immatriculation, le Frank, là, ça s'en vient. Là. Montréal, c'est 150. Nous, on avait la taxe de base depuis 1992 au montant de 30 $. Là, on a commencé à voter un premier sommaire. Ce fameux montant-là va être déterminé par le maire Marchal à l'automne. On va le savoir, le fameux montant. Mais écoutez, là, il faut que les citoyens de la Ville de Québec s'attendent à 40, 50, 60 $ supplémentaires, plus le 30. Ça veut dire que nous, on devrait être taxés dans les alentours aussi de 70 à 90 $ par véhicule à partir de 2025. Mais c'est un peu ça aussi, parce que on en a parlé dans Yann et Frank il y a une couple de mois pour ce qui est de la STM, c'est que justement, là, la ministre Guilbeault mettait de la pression pour dire, ben là, gérez vos en bon québécois, get your shit together, là, il va falloir que vous fassiez des coupes à des places. Puis on avait analysé ça, puis au lieu de justement couper dans le gras, dans la bureaucratie, parce que la quantité d'employés qu'il y avait là, c'était plusieurs centaines, ça n'a pas d'allure. Ben non, ils ont coupé dans les emplois actifs, vraiment, justement, dans les mécaniciens, dans vraiment les opérateurs. En gros, pour littéralement mettre le réseau dans la merde, puis dire, voyez-vous, quand on coupe, on enlève des services. Ah ben là, tabarouette. Là, il engage encore, rappelez-vous, on avait mis une offre d'emploi de la STM qui faisait circuler sur Indeed et autres. Il affichait encore des offres d'emploi payées entre 77 et 100 000 $ par année pour gérer les comptes Twitter de la STM. Ah oui. C'est ridicule, je veux dire. Et ça, c'est payé par des gens qui gagnent en moyenne 54 000 par année. Là. Je ne sais pas si les gens réalisent. Là, c'est normal après que tu aies des gens qui sont mécontents. Là, tu m'ouvres une fenêtre parce que justement, la présidente des syndicats
du RTC qui a été suspendu, Mme Fortin, justement, c'est ce qu'elle dénonçait. Elle dénonçait qu'on avait coupé, justement, on n'investit pas au bon endroit. Ça veut dire que ça soit au niveau des mécaniciens pour mettre les autobus sur la route. Elle dénonçait justement que les chauffeurs, qu'il ne manquait pas de chauffeurs, qu'au contraire, il manque des autobus, puis qu'on n'est pas capable d'offrir le service aux usagers, mais que les raisons qui sont données par, qu'on pourrait dire, les chefs du RTC, le plus haut administratif, ce n'est pas les bonnes raisons. Elle est venue dénoncer ça, puis on apprend quelques mois plus tard qu'elle est suspendue pour 3 mois sans solde. Ça vous donne une idée. Puis là, aujourd'hui, on a appris, c'est tout frais d'aujourd'hui, qu'un deuxième représentant syndical est suspendu encore au RTC. Et quand je vous dis que ça ne va pas bien au RTC, là, ça va vraiment, vraiment pas bien. Puis là, on est en train de privatiser des divisions. Parce que le AVELO, qu'on vient de voter un sommaire décisionnel au dernier conseil de ville qui a eu lieu le 2 juillet dernier au coût de 24 millions de dollars, là, pour vous donner une idée, là, ça, on l'a comme privatisé avec une société en commandite à part. Puis là, on agit un peu comme le centre Vidéotron. On n'est pas capable d'avoir les états financiers, on n'est pas capable d'avoir les budgets qui sont reliés au niveau de la publicité. C'est un peu, il faut faire des demandes d'accès à l'information, puis ça rentre au compte-gouttes, qu'on pourrait dire, au niveau de l'information. Et tu sais, au niveau de la transparence, pour les citoyens, payé par l'argent des contribuables. C'est pas payé par le privé, là, payé par l'argent des contribuables, puis qu'on crée des genres de divisions comme ça, sans but lucratif, pour nous cacher l'information, pour pas que ça se retrouve dans le budget du RTC. Ça, je trouve que c'est complètement ridicule. Et c'est sans compter, justement, qu'on fait des déficits. Le maire Marchand ose commander, comme bien d'autres municipalités, de l'argent au gouvernement du Québec, alors qu'il s'est créé un fonds climatique. De quoi on est rendu à 45 millions, quelque chose comme ça? Imaginez, ce fonds-là, c'est 300 millions. Ça, là, ce fonds-là, on est les seuls à le dénoncer. C'est 300 millions. Écoutez, messieurs, 300 millions sur 6 ans, ça représente pour la maison moyenne. Je n'ai pas dit quelqu'un qui a une maison de 600-700 000. Là, pour la maison moyenne, qu'on l'évalue à 314 000 même si la ville continue de dire que la maison moyenne coûte 283 000 C'est vrai, quand je dis qu'ils sont au pays des licornes et qu'ils ont des lunettes roses, là, ils veulent distribuer les chiffres qu'ils veulent bien faire entendre aux citoyens. Mais c'est 22 d'augmentation, messieurs. 22 d'augmentation sur le compte de taxes sur 6 ans. Puis là, le maire, il dit, mais non, c'est pas 22 parce qu'on fait des surplus ailleurs. Mais c'est de l'argent quand même qu'on va chercher dans les poches des citoyens sur le compte de taxes. Non, c'est de l'argent. C'était 15 l'année passée. Là, on a mis 30 millions dans le budget 2024. On va mettre 45 millions dans le budget 2025. Après, c'est 60 millions. Puis les 2 dernières années, 75 millions, 75 millions. Et 300 millions, calculez-le. Faites le calcul vous-même sur une maison moyenne de 314 000 c'est 22 d'augmentation de taxes sur 6 ans. Wow. En plus de l'augmentation de taxes de 2,5 par année. Là. Écoutez, là, mais seulement au dernier conseil qu'on a eu le 2 juillet dernier, messieurs, là, je vous le dis, là, les millions, ils ont volé de partout. On pouvait voir même que certains argents qui étaient distribués, ça veut dire qui sortent de la poche des contribuables, ils étaient distribués à des endroits qu'on pourrait dire, on se sentait un peu en pré-campagne électorale, messieurs. En juillet 2024. Ça annonçait la campagne électorale qui s'en vient de 2025. Ça veut dire, regardez là, on veut avoir votre appui, on commence à donner certaines subventions à droite et à gauche, puis c'est certains groupes qu'on va aller chercher. Écoute, Patrick, je pense qu'on aura l'occasion, si ça t'intéresse, de reparler pour les propositions de ta formation politique pour les prochaines élections. Là, on a fait quand même un bon tour ce matin sur l'actualité de la CDPQ, le tramway, la Ville de Québec. Mais on se reprendra pour les autres dossiers. Merci d'avoir été là. Et on se reparle bientôt, puis on invite les gens là, à aller consulter là, votre site Internet, puis vous informer sur cette formation politique-là pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont à dire dans votre ville si vous êtes de Québec. Puis si vous n'êtes pas de Québec, dites-vous que dans votre ville, les enjeux sont probablement similaires. Fait que c'est important de s'y intéresser. Merci, Patrick. Merci beaucoup, messieurs. Puis si on a un autre 35-40 minutes la prochaine fois, là, j'aimerais beaucoup vous parler d'orthodoxie fiscale parce qu'on sait compter, on est très rigoureux. Puis, l'élément le plus important, des fois, dans une ville, on a parlé un petit peu là, avant de rentrer en ondes de services de proximité, là, mais j'aimerais vous parler des arrondissements qui sont rendus des coquilles vides, puis de la façon en ce moment qu'on distribue l'argent à la Ville de Québec. Là, quand on parle d'orthodoxie, de rigueur fiscale, j'aimerais ça vous en parler parce qu'on pourrait démontrer aux gens que comme deuxième parti d'opposition,
On est des gens très rigoureux qui savent compter. Puis, je pense que quand on regarde un peu là, le mouvement de la droite qui se passe un peu partout en Europe et dans le monde, là, justement, les gens d'extrême gauche n'ont pas livré. Puis là, ça va être le temps de mettre des gens en place, des gens qui vont gouverner, que ce soit des maires, des mairesses, des futurs premiers ministres, des gens qui savent compter puis qui sont capables d'avoir une rigueur fiscale. Absolument. On va avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Patrick Paquette. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.